transformer le silence en parole et en acte. Texte d'Audre Lorde dans Sister Outsider. Prononcé le 28 décembre 1977 à Chicago. Je suis de plus en plus convaincue que ce qui est essentiel pour moi doit être mis en mots, énoncé et partagé, et ce même au risque que ce soit éreinté par la critique et incompris. Parce que parler m'est bénéfique d'abord et avant tout. Je suis ici, debout, comme poète noire lesbienne, et tout cela prend un sens encore plus fort, parce que je suis toujours en vie, alors que j'ai bien failli ne plus l'être. Il y a moins de 2 mois de cela, 2 médecins, une femme et un homme, m'ont annoncé que je devais me faire opérer du sein, et qu'il y avait 60 à 80% de risque pour que la tumeur soit maligne. Entre cette nouvelle assénée et l'intervention chirurgicale, une attente de 3 semaines s'est écoulée. Période d'agonie pendant laquelle j'ai dû réenvisager ma vie entière. L'opération a eu lieu. La tumeur était bénigne. Mais pendant ces 3 semaines, j'ai été forcée de me regarder. De regarder ma vie à la lumière crue de l'urgence. Expérience dont je suis ressortie secouée, mais bien plus forte. De nombreuses femmes, certaines d'entre vous aujourd'hui, ici, ont fait face à ce genre de situation. Ce que j'ai ressenti au cours de cette période m'a aidé à élucider bien des questions sur ce qui peut transformer le silence en parole et en acte. Ainsi, confrontée de force à l'éventualité de ma mort, à ce que je désirais et voulais de ma vie, aussi courte soit-elle, priorité et omission me sont apparues violemment, sous une lumière implacable. Et ce que j'ai le plus regretté, ce sont mes silences. De quoi avais-je donc eu si peur? Dans mon esprit, poser des questions ou parler signifiait souffrance ou mort. Pourtant, nous souffrons toutes, de bien des façons, tout le temps, et la souffrance se transforme ou s'achève. La mort, en revanche, c'est le silence final. Et elle pourrait ne pas tarder à présent. Peu importe si je n'ai pas dit ce qu'il fallait, si je me suis trahie par toutes sortes de petits silences remettant ma parole à plus tard, ou comptant sur une autre pour parler à ma place. J'ai alors commencé à discerner en moi une source de puissance qui vient de cette connaissance. Bien qu'il soit préférable de ne pas avoir peur, savoir relativiser la peur me donne une très grande force. J'allais mourir, tôt ou tard, que j'ai pris la parole ou non. Mes silences ne m'avaient pas protégé. Votre silence ne vous protégera pas non plus. Mais à chaque vraie parole exprimée, à chacune de mes tentatives pour dire ces vérités que je ne cesse de poursuivre, je suis entrée en contact avec d'autres femmes. Et ensemble, nous avons recherché des paroles s'accordant au monde auquel nous croyons toutes, construisant un pont entre nos différences. Et ce sont l'intérêt et le soutien de toutes ces femmes qui m'ont donné la force et permis de questionner les fondements mêmes de ma vie. Les femmes qui m'ont soutenue pendant cette période étaient noires et blanches, vieilles et jeunes, lesbiennes, bisexuelles et hétérosexuelles, et nous avons toutes pris part à cette guerre contre les tyrannies du silence. Sans la force et l'attention de toutes ces femmes, je n'aurais pas pu survivre indemne. Pendant ces semaines de peur intense, j'ai soudain compris. Dans la guerre, nous combattons les forces de la mort, plus ou moins subtiles, dont nous sommes conscientes ou non. J'ai soudain compris que je ne suis pas seulement une victime. Je suis aussi une guerrière. Quels sont les mots qui vous manquent encore? Qu'avez-vous besoin de dire? Quelles sont les tyrannies que vous avalez jour après jour et que vous essayez de faire vôtres, jusqu'à vous en rendre malade et à en crever en silence encore?
Peut-être que pour certaines d'entre vous, ici, aujourd'hui, je suis le visage d'une de vos peurs. Parce que je suis femme, parce que je suis noire, parce que je suis lesbienne, parce que je suis moi, une poète, guerrière, noire, qui fait son boulot, venue vous demander « Et vous, est-ce que vous faites le vôtre ?» Et bien sûr, j'ai peur, car transformer le silence en parole et en action est un acte de révélation de soi, et cet acte semble toujours plein de dangers. Quand je lui ai parlé de notre sujet de discussion et de mes difficultés, ma fille m'a dit « Raconte-leur qu'on n'est jamais une personne à part entière si on reste silencieuse, parce qu'il y a toujours cette petite chose en nous qui veut prendre la parole. Et si on continue à l'ignorer, cette petite chose devient de plus en plus fébrile, de plus en plus en colère, et si on ne prend pas la parole, un jour, cette petite chose finira par exploser et nous mettre son poing dans la figure. La raison du silence, ce sont nos propres peurs. Peurs derrière lesquelles chacune d'entre nous se cache. Peur du mépris, de la censure, d'un jugement quelconque, ou encore peur d'être repéré, peur du défi, de l'anéantissement. Mais par-dessus tout, je crois, nous craignons la visibilité. Cette visibilité sans laquelle nous ne pouvons pas vivre pleinement. Dans ce pays, où la différence raciale, quand elle n'est pas dite, crée une distorsion permanente du regard, les femmes noires ont été d'une part toujours extrêmement visibles, d'autre part rendues invisibles par l'effet de dépersonnalisation inhérente au racisme. Même au sein du mouvement des femmes, nous avons dû et devons encore nous battre pour cette visibilité de notre négritude, ce qui nous rend d'ailleurs extrêmement vulnérables. Car pour survivre dans la bouche de ce dragon appelé Amérique, nous avons dû apprendre cette première et vitale leçon. Nous n'étions pas censés survivre. Pas en tant qu'être humain. Et la plupart d'entre vous non plus, que vous soyez noirs ou non. Or, cette visibilité qui nous rend tellement vulnérables est la source de notre plus grande force. Car le système essaiera de vous réduire en poussière de toute façon que vous parliez ou non. Nous pouvons nous asseoir dans notre coin, muettes comme des tombes, pendant qu'on nous massacre, nous et nos sœurs, pendant qu'on défigure et qu'on détruit nos enfants, qu'on empoisonne notre terre. Nous pouvons nous terrer dans nos abris, muettes comme des carpes. Mais nous n'en aurons pas moins peur. Chez moi, cette année, nous célébrons Kwanzaa, fête afro-américaine des moissons qui commence le lendemain de Noël et dure 7 jours. Il y a 7 principes dans Kwanzaa, un pour chaque jour. Le premier principe, c'est Umoja, qui signifie unité, la volonté d'atteindre et de maintenir l'unité en soi et dans sa communauté. Le principe, pour hier, le deuxième jour, c'est Kushijagulya, autodétermination, la volonté de nous définir, de nous nommer, de parler en notre nom, et pas que les autres nous définissent et parlent à notre place. Aujourd'hui, c'est le 3e jour de Kwanzaa, et le principe pour aujourd'hui est Ujima, travail et responsabilité collective. La volonté de construire et de maintenir nos communautés ensemble, d'identifier et de résoudre nos problèmes collectivement. Si nous sommes toutes là aujourd'hui, c'est parce que, d'une façon ou d'une autre, nous partageons un même engagement envers le langage et le pouvoir des mots. C'est parce que nous sommes décidés à régénérer cette langue instrumentalisée contre nous. Pour transformer le silence en parole et en acte, il est fondamental que chacune de nous établisse et analyse sa place dans cette transformation et reconnaisse le rôle vital qu'elle joue. Pour celles qui écrivent, il est nécessaire d'examiner minutieusement non seulement la véracité de ce que nous disons, mais encore la véracité du langage que nous utilisons. Pour d'autres, il s'agira de partager et aussi de transmettre ces paroles qui font sens pour nous. Mais plus que tout,
Il est primordial pour nous toutes de montrer l'exemple en vivant et en nommant ces vérités auxquelles nous croyons et que nous détenons au-delà de notre entendement. C'est seulement ainsi que nous pourrons survivre, en prenant part à ce processus vital, créatif et continu, et qui s'appelle grandir. Et cela ne se fait jamais sans peur. Peur de la visibilité, de la lumière implacable de l'examen, peut-être peur d'être jugé, peur de la souffrance, peur de la mort. Mais nous avons déjà traversé tout cela en silence, excepté la mort. Maintenant je me répète sans cesse que si j'étais née muette, ou si j'avais fait vœu de silence ma vie entière pour assurer ma sécurité, ça ne m'aurait pas empêché de souffrir pour autant. Je n'échapperai pas à la mort, de toute façon, ce qui est très bien pour relativiser les choses. Et quand les paroles des femmes crient pour être entendues, nous devons chacune prendre la responsabilité de chercher ces paroles, de les lire, de les partager et d'en saisir la pertinence pour nos vies. Nous ne devons pas nous cacher derrière les simulacres de division qu'on nous a imposés et que nous faisons si souvent nôtres, du genre « Je ne peux vraiment pas enseigner la littérature des femmes noires, leur expérience est si éloignée de la mienne. » Pourtant, depuis combien d'années enseignez-vous Platon, Shakespeare et Proust? Ou bien, c'est une femme blanche, que peut-elle vraiment avoir à me dire? Ou, c'est une lesbienne, que va en penser mon mari ou mon patron? Ou encore, cette femme parle de ses fils, je n'ai pas d'enfants. Et toutes les multiples façons que nous avons de nous priver de nous-mêmes et des autres. Nous pouvons apprendre à travailler, à parler, malgré la peur, de la même façon que nous avons appris à travailler, à parler, malgré la fatigue. Car nous avons été socialisés pour respecter la peur bien plus que nos propres besoins de parole et de définition. Et à force d'attendre en silence le moment privilégié où la peur ne serait plus, le poids de ce silence finira par nous écraser. Le fait que nous soyons ici ensemble et que je prononce ces paroles est une tentative de briser ce silence et de construire des ponts entre nos différences. Car ce ne sont pas nos différences qui nous immobilisent, c'est le silence. Et tant de silences doivent être brisés.